Nous croyons que Paris a toujours été ainsi, alignée, harmonieuse, monumentale. Mais ce paysage est une construction récente. Ce que nous appelons le Paris éternel est en réalité un projet politique du XIXe siècle. Avant cela, Paris était dense, enchevêtré, souvent insalubre. Et surtout, Paris relevait de l'héritage. Elle n'était pas pensée comme un tout. Paris nous semble immuable. Ses grands boulevards, ses façades de pierre blonde, ses arbres alignés, ses perspectives monumentales, tout paraît en effet avoir toujours été là. Et pourtant, entre 1853 et 1870, Paris est bouleversé comme jamais dans son histoire. On perce, on démolit, on exproprie, on reconstruit, on aligne, on canalise, on plante, on équipe. Le Second Empire ne se contente pas d'embellir la capitale, il la transforme en profondeur. Pour la première fois, le pouvoir politique prend en main la ville comme un organisme à réorganiser, à rationaliser. Le préfet de l'époque, Haussmann, n'a pas seulement ouvert des boulevards, il a mis en place un système urbain. Aujourd'hui, dans Chroniques parisiennes, nous allons comprendre comment Paris est devenue une capitale moderne. Au début des années 1850, Paris compte plus d'1 million d'habitants. La population a doublé en 50 ans. Mais le réseau viaire est resté largement médiéval dans le centre. Rues étroites, parcelles profondes, îlots saturés. La ville n'est pas équipée pour cette densité. La circulation devient un problème majeur. Le publiciste Auguste Rabusson écrit en 1839 « L'habitation est malsaine, la rue étroite. La circulation y est encombrée, dangereuse, entravée d'accidents. L'air et la lumière pénètrent difficilement dans ces quartiers surchargés de construction. » Le problème n'est pas simplement la largeur des rues. L'épidémie de choléra de 1832, puis celle de 1849, révèle la fragilité du système parisien. Plus de 18 000 morts à Paris pour la première, plus de 19 000 pour la seconde. Absence de réseau d'égouts cohérent, mauvaise qualité de l'eau, densité extrême de certains îlots. La question sanitaire devient centrale dans les politiques urbaines européennes. Paris est également le lieu des insurrections. 1830, 1848. Les rues étroites favorisent les barricades. Mais contrairement à une idée répandue, les percées haussmanniennes n'ont pas été majoritairement pensées comme des axes purement militaires. Elles répondent d'abord à des impératifs de circulation, d'hygiène, de fluidité commerciale. Le contrôle politique est un paramètre, pas l'unique moteur de ces percées. Tout cela fait que le centre attire moins. Les arrondissements périphériques connaissent une progression plus rapide que le centre. Les contemporains en ont d'ailleurs bien conscience. De 1830 à 1850, 5 ouvrages ayant au moins pour titre « Le déplacement de la population de Paris » sont publiés. Une question alors émerge dans les années 1840. Comment reconquérir le centre ? Cette préoccupation suppose que l'on tienne intangible une idée. Le pouvoir politique et économique doit rester dans le noyau historique, pourtant moins adapté à cette fonction. Tout n'est pas né au Second Empire. Avant Haussmann, on a tenté, ajusté, mais ponctuellement. Sous l'Ancien Régime, quelques élargissements existent. Sous le Premier Empire, la rue Bonaparte, par exemple, est ouverte sur les terrains de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, des dizaines de voies sont ouvertes, comme la rue de Constantine, actuelle rue Lutèce. La rue Rambuteau est ouverte vers 1840 à travers le Marais médiéval. Mais il n'y a pas de plan d'ensemble. Le système d'alignement tente d'élargir les rues anciennes, mais il s'avère inefficace, trop lent, trop fragmentaire. L'idée d'une transformation systémique est dans l'air. Quand Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur en 1852, il a une idée claire. Paris doit être la vitrine du régime. Il veut une capitale moderne, fluide, monumentale, fonctionnelle.
Il a vu ce qui se faisait à Londres, mais il ne veut pas copier pour autant ce modèle. Il a une vision globale et pragmatique. Il imagine des axes reliant les gares au centre, désenclavant les quartiers, structurant la circulation. L'idée n'est pas seulement d'embellir, c'est d'inscrire l'État dans la ville. La capitale devient vitrine politique. Pour cela, il lui faut un administrateur. Ce sera Haussmann. Georges Eugène Haussmann est né en 1809. Préfet du Var, de l'Yonne puis de la Gironde, il est nommé à la préfecture de la Seine en juin 1853. Ce n'est pas un urbaniste au sens moderne. C'est un administrateur énergique, méthodique et autoritaire. Ses objectifs sont clairs: faciliter la circulation, assainir, désenclaver, embellir, moderniser les infrastructures. Il préfère la percée radicale à l'élargissement progressif. Pour lui, le centre est prioritaire. C'est là que se joue la transformation. Il veut agir vite et à grande échelle. Les périphéries en extension posent un problème de cohérence administrative. En 1860, Paris absorbe les communes situées entre l'ancienne enceinte des fermiers généraux et l'enceinte de Thiers. La superficie double. La population augmente d'environ 400 000 habitants. On passe de 12 à 20 arrondissements. Belleville, Vaugirard, Charonne, Auteuil deviennent parisiens. Cette annexion est fondamentale. Elle permet d'intégrer administrativement les périphéries en pleine croissance. Paris devient une entité plus cohérente. Pour désengorger le centre, créer des axes nord-sud et est-ouest, relier les gares entre elles et mettre en valeur les monuments, il faut percer. Percer une rue, c'est ouvrir une voie nouvelle à travers un tissu urbain existant, en expropriant, en démolissant, en nivelant, en construisant des immeubles riverains. C'est une opération lourde, coûteuse, juridiquement complexe. Le boulevard Saint-Michel, le boulevard de Sébastopol, le prolongement de la rue de Rivoli sont quelques-unes des grandes voies nouvelles. D'autres axes permettent également de relier les gares du Nord et de Lyon, construites sous Haussmann. Le boulevard Saint-Germain incarne l'ambition haussmannienne. Décrété d'utilité publique en 1855, il est ouvert en plusieurs phases. Il suit une logique topographique, au pied de l'éperon de la rive gauche. Mais il crée aussi une coupure, un espace étroit entre lui et la Seine. Les rues des Halles et de Turbigo restructurent l'approvisionnement alimentaire. Sur l'île de la Cité, la transformation est radicale. Un des quartiers médiévaux les plus denses est presque entièrement détruit. On reconstruit l'Hôtel-Dieu, on édifie le tribunal de commerce, on ouvre des places. Paris change d'échelle. Le Second Empire crée ou réaménage de nombreuses places qui ne sont pas de simples espaces vides. Elles sont des nœuds, des respirations. La place de la République, la place de l'Étoile structurent les perspectives. L'immeuble haussmannien en pierre de taille est peut-être l'héritage le plus visible. C'est une machine sociale verticale dans laquelle chaque étage correspond à un niveau de prestige. L'immeuble type se compose d'une porte cochère assez haute pour permettre le passage de voitures à cheval, le numéro 1. Le rez-de-chaussée, numéro 2, accueille souvent les boutiques. Au numéro 3, l'entresol bas de plafond peut servir d'entrepôt. Le deuxième étage, numéro 4, est traditionnellement réservé aux plus aisés. Il comporte des balcons filants. En numéro 5, les troisième et quatrième étages reprennent le style du deuxième étage, mais souvent plus sobre. Au numéro 6, le cinquième étage comporte peu de décoration, mais souvent un balcon. Et au numéro 7, les combles sous les toits dans lesquels logeaient domestiques et étudiants. À l'intérieur, enfilade sur rue, pièces de réception en façade, service sur cour, escalier principal et escalier de service. La cour est obligatoire, l'air doit circuler. Ce style n'est pas imposé par décret. C'est une norme, adoptée par consensus entre architectes et promoteurs.
Il y a toutefois des règlements d'alignement, des règles sur la saillie des balcons, sur la hauteur proportionnelle à la largeur de la rue. Certaines rues, comme la rue de Rivoli ou l'avenue des Champs-Élysées, sont plus contraintes. Le Paris d'Haussmann, c'est aussi la mise en place de la modernité invisible, mais ô combien synonyme de confort accru, celle des réseaux. Les Parisiens durent longtemps se contenter des bornes fontaines publiques, alimentées par les eaux du canal de l'Ourcq ou par celles de la Seine. Lors de l'entrée en fonction d'Haussmann, la ville dispose quotidiennement d'un peu moins de 100 000 m3 d'une eau de qualité incertaine, acheminée le plus souvent par porteurs au domicile des particuliers. Les besoins de la capitale sont évalués au double des capacités du moment. Haussmann développe de vastes adductions, la Dhuy, la Vanne. Les réservoirs, notamment celui de Montsouris, vont assurer la distribution. Pour la première fois, l'eau peut monter dans les étages, mais la mise en place prend des années et les débits sont très réduits. On va distinguer des adductions suivant les usages, de consommation et d'arrosage. Simultanément au développement du réseau d'eau potable, le réseau d'eau non potable est renforcé par des usines, puisant l'eau de la Marne pour augmenter le débit du canal de l'Ourcq. Le réseau d'égouts passe également d'environ 120 km à plus de 500 km. Des collecteurs principaux longent la Seine. Les eaux sont dirigées vers Asnières. Le confort urbain change radicalement. Le paysage haussmannien, ce sont aussi les arbres. Les boulevards sont ponctués d'arbres. Boulevard Arago, boulevard Saint-Germain, boulevard Saint-Michel par exemple. Ces arbres sont plantés selon des règles précises, distance des façades, espacement régulier. Les espaces verts se multiplient. Squares, jardins, aménagement du bois de Boulogne, du bois de Vincennes, parc des Buttes-Chaumont, parc Montsouris. Contrairement au modèle anglais aristocratique, ces espaces sont conçus comme des parcs publics, libres d'accès. La promenade devient un droit urbain. C'est une conception nouvelle de la ville. Le mobilier urbain se standardise également. La ville devient lisible. Les effets de l'ère haussmannienne sont énormes. Les démolitions déplacent des populations, le centre s'embourgeoise, les quartiers périphériques accueillent les classes populaires. La spécialisation s'accentue. Rive droite commerçante, rive gauche résidentielle et universitaire. La ségrégation, elle, n'est pas créée par Haussmann, mais elle est renforcée. On peut aussi parler de désenclavement de nombreux monuments. Les percées des Gages, le Louvre, l'Hôtel de Ville, le Panthéon, la Bourse. Les monuments sont mis en scène. La ville devient théâtre. La modernité met aussi au jour l'Antiquité. En 1869, la compagnie des omnibus devient propriétaire d'un terrain en bordure de la rue Monge, dont l'ouverture s'est achevée l'année précédente. Lors du creusement des fondations d'un dépôt de voitures, des vestiges antiques apparaissent. Une surprise ? Pas vraiment. Les connaisseurs savent que ce terrain a appartenu au couvent des dames anglaises, dont on sait depuis plusieurs siècles qu'il recouvre probablement l'amphithéâtre de Lutèce. S'ensuivent de longues batailles pour la sauvegarde des arènes de Lutèce. Tous les vestiges du passé n'ont pas eu la même chance. Sur l'île de la Cité, de nombreuses ruelles résidentielles sont supprimées. La rue du Marché aux Fleurs disparaît lors de la création du tribunal du commerce de Paris. Et plus largement, la zone comprise entre le palais de justice et Notre-Dame est entièrement rasée. On peut néanmoins dire que selon les critères de son temps, Haussmann n'a pas détruit de grands monuments classés. Mais répétons-le, selon les critères de son temps. En 1868, Jules Ferry publie Les Contes fantastiques d'Haussmann. Il accuse le préfet d'imprévoyance financière. Il fait remarquer que c'est seulement en 1867 qu'Haussmann présente ses comptes. Plus de 270 millions pour le premier réseau, 410 pour le second et 300 pour le troisième. Des montants colossaux.
Le financement reposait sur des montages complexes, spéculation foncière, emprunts, et une absence de contrôle qui a présidé aux opérations. Haussmann est révoqué le 6 janvier 1870, mais l'essentiel est fait. Le cadre urbain est posé. Le Paris que nous admirons aujourd'hui est en grande partie celui du Second Empire. Une ville hiérarchisée, composée, organisée. Haussmann a imposé une méthode. Cette méthode s'exportera dans toute la France. On peut en discuter son coût, on peut débattre de ses conséquences sociales. Mais une chose est certaine, Paris devient alors une capitale moderne. Révoqué, Haussmann se lance dans diverses entreprises financières, avec plus ou moins de succès. Il rédige ses mémoires et décède le 11 janvier 1891. Mais le mouvement qu'il a lancé ne s'arrête pas. Les percements du boulevard Saint-Germain, de l'avenue de l'Opéra se poursuivent sous la Troisième République, une époque dans laquelle les architectes sont souvent partisans des démolitions. Paris vit encore dans cette trame. L'architecture publique respire encore Haussmann, avec certaines mairies, des lycées. Le mobilier urbain est également encore inspiré du Second Empire. Il y a eu un avant et un après Haussmann. On se retrouve pour de prochains épisodes dans Chroniques parisiennes.